Salut Aurélien, Salut Thomas. tu vas bien? Ouais, écoute, ça va très bien. Ouais. Merci beaucoup d'être là. On se voit aujourd'hui sur Paris pour parler crypto. On a beaucoup de sujets à voir. On a commencé à faire l'épisode avant l'épisode, tellement il y avait de sujets brûlants sur le sujet. L'objectif de cet épisode, ça va être de faire un point sur un petit peu de l'actu crypto, où on en est aujourd'hui avec tout ce qui se passe. On va parler des droits de douane, on va parler de la théorie des cycles, on va faire aussi un point global sur le Bitcoin et les fondamentaux. Et on parlera aussi un petit peu des dernières actus Swissborg dans l'émission. Avant tout, pour commencer, Aurélien, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, nous parler de ton parcours rapidement? Ouais, alors donc moi j'ai commencé la crypto en 2017. Moi aussi. Ouais. On est beaucoup. Hein. Voilà, on est beaucoup, je pense. Écoute, je suis rentré par le trading de mon côté. Moi, j'ai un profil d'ingénieur à la base, donc je faisais pas mal de développement et développement produit. Et je suis arrivé après en 2022 chez Swissborg pour m'occuper de toute la partie finance décentralisée. À la suite de ça, j'ai continué sur les produits d'investissement, donc plus orienté crypto. Et donc maintenant, j'ai le rôle de CEO France pour Swissborg. Donc écoute, moi j'ai un passé de technicien, on va dire. Donc je suis beaucoup plus dans la technique, ce qui est très bien avec la finance décentralisée, puisque ça implique pas mal de techniques, de smart contracts et de ce genre de choses. Donc voilà, donc un passé de technicien, on va dire. Maintenant, je suis plus sur les aspects régulation et on va dire sur les aspects légaux. Autre chose, mais c'est autre chose, mais tout est lié finalement, tu vois. Donc voilà pour mon passé. Écoute. Ok. Donc du coup, dans la crypto depuis 2017, chez Swissborg depuis 2022, donc t'as connu deux gros bull runs, avec deux aussi gros hivers crypto. Ouais, exactement. On va en reparler après un peu sur la théorie des cycles, mais est-ce que déjà tu peux, pour ceux qui débutent, j'ai fait déjà beaucoup d'épisodes crypto, mais je sais que j'ai une audience qui n'est pas, toute mon audience n'est pas ultra familière avec la crypto. Est-ce que tu pourrais redéfinir simplement, qu'est-ce que le Bitcoin et par extension, une blockchain, en quoi ça consiste grossièrement? Je pense qu'on peut commencer par la notion de blockchain, vraiment. Donc il y a cette notion de ledger distribué, qui est vraiment finalement un livre de compte. D'accord ? C'est le principe même d'une blockchain. C'est justement d'avoir un livre de compte qui est hébergé sur différents serveurs partout à travers le monde. Et il n'y a pas d'intermédiaire financier. Donc ça, c'est la grande différence. Peer-to-peer. Exactement, c'est du peer-to-peer, ce qui veut dire que c'est finalement le réseau qui suffit à lui-même et des gens qui interagissent avec ce réseau. Et finalement, chaque transaction qui est envoyée dessus est validée de façon sécurisée. Et justement, on peut pas la falsifier. C'est tout l'avantage justement de cette chaîne de blocs. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une blockchain. Et donc Bitcoin a été la première blockchain à exister finalement. Donc Bitcoin, la blockchain Bitcoin, on parle de l'asset souvent, de la crypto en elle-même. Ça a été une révolution, puisqu'en fait on n'avait pas à l'heure actuelle, on n'avait pas une monnaie d'échange électronique décentralisée qui pouvait vivre toute seule et qui n'avait pas d'intermédiaire financier. Donc ça a été une vraie révolution. Après on a eu Ethereum qui est arrivé en 2016, qui a introduit la notion de smart contract, donc de contrat intelligent. Où là la différence justement c'est qu'on peut avoir des programmes qui sont hébergés directement sur cette chaîne de blocs, sur cette blockchain, et on peut interagir avec un wallet dont on a la propriété. On peut interagir avec ces contrats. On peut imaginer que ce contrat finalement c'est comme si on avait une banque décentralisée, tout simplement. On peut faire des prêts, on peut faire plein de choses sur la blockchain Ethereum. Donc maintenant il y en a, je veux dire, des blockchains, il y en a beaucoup. Mais voilà, aux origines, c'était Bitcoin, justement, qui était cette espèce de monnaie électronique. Ça a été créé pour ça. Et c'est marrant parce que ça a été créé justement à la suite du crash de 2008. Et donc, finalement, il y a un rapport un peu avec la situation qu'on est en train de vivre maintenant, justement, avec tout ce qui se passe au niveau macro. C'est hyper intéressant. Mais je veux dire, Bitcoin n'a pas changé. Finalement, depuis le début, il y a des choses qui ont évolué sur la chaîne en elle-même. Mais l'asset reste toujours là. Les fondamentaux initiaux n'ont pas bougé, quoi. Il y en a toujours 21 millions, pas de plus. Ouais, c'est toujours exactement. Du proof of work. Non, ça a toujours pas changé, en fait. Et puis, je pense, j'ai envie de dire, ça changera pas. Et c'est ça la beauté un peu de Bitcoin, justement, en fait. C'est que, finalement, plus il évolue, et plus il y a de l'adoption, plus on lui trouve des valeurs. Tu vois, il y a toujours cette notion d'or numérique dont on nous parle, que moi je trouve hyper intéressant. Il y a un moment, c'était un edge à l'inflation en lui-même. Et donc en fait, Bitcoin est toujours là, sera toujours là. Comme tu dis, il y en aura toujours 21 millions. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu des changements, mais
à chaque fois qu'il y a eu un changement, il y a eu ce qu'on appelle un fork, c'est ça? Par exemple, Bitcoin Cash, il y a eu, alors, Wrapped Bitcoin, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression que chaque fois que quelqu'un a voulu changer quelque chose, finalement, dans la blockchain, en fait, on n'a pas eu alors peut-être certainement mieux le définir que moi, ce qu'est un fork. Mais du coup, il y a eu un nouveau crypto-actif, ou même une nouvelle blockchain qui s'est créée à ce moment-là, c'est ça? Oui, un fork, si tu veux, c'est vraiment... donc la chaîne de blocs, c'est simple en fait, c'est vraiment une chaîne de blocs, c'est-à-dire qu'on a un bloc et qui est miné, d'accord, donc qui est validé, qui encapsule des transactions, et le bloc d'après contient l'empreinte du bloc d'avant. Ce qui veut dire que si on veut modifier les blocs d'avant, on ne peut pas, puisqu'en fait ceux d'après ont déjà l'empreinte. Donc il y a un mécanisme de sécurisation qui arrive. Et il y a un fork, justement, c'est une mise à jour, d'accord, qu'on veut faire au niveau du programme, du programme de validation. Et ce qui se passe, c'est que on peut pas faire la modification comme ça. Alors sur la chaîne en elle-même. Et donc ce qu'on fait, c'est que on fait ce qu'on appelle un fork. Donc finalement, c'est une dérivation de la chaîne avec des nouveaux blocs qui sont dérivés sur une nouvelle chaîne de blocs. C'est-à-dire que la chaîne originale continue avec ses blocs. Et ensuite, une nouvelle qui est créée, c'est ça? Voilà, une nouvelle est créée. Bitcoin Cash est le meilleur exemple de ça, typiquement. Enfin, Bitcoin, c'est encore autre chose, parce que c'est une version de Bitcoin sur la blockchain Ethereum, qui a été créée par BitGo. Et donc, c'est exactement ça. Mais si tu regardes Bitcoin Cash à l'heure actuelle, plus trop de traction. Il n'y a plus d'intérêt. Non, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, c'est exactement ça, en fait. C'était même pas un first mover advantage que Bitcoin avait, c'est vraiment qu'il y a des fondamentaux qui ont été intégrés dans le protocole en lui-même, qui donnent la valeur à Bitcoin, si tu veux. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui reste finalement. Donc tous les gens qui ont voulu modifier ça, finalement sans trop apporter de valeur, finalement ça n'a pas forcément marché. Maintenant tu te retrouves avec Bitcoin, avec les écosystèmes Ethereum et toutes les chaînes qui vont avec. Et pour l'instant on vit avec ça. Voilà, tu vois, si tu veux. On va dire, si on fait le grand monde de la crypto et l'écosystème, on en est à peu près là. Ok. Alors, avant de passer sur la partie actu, j'aimerais avoir un peu ton avis, toi, sur, j'ai envie de dire, Bitcoin vs altcoin. Tu sais, il y a beaucoup de débats sur ce qu'on appelle les maximalistes Bitcoin, qui ne jurent qu'en Bitcoin, et ceux qui pensent que il y a certains altcoins qui vont sortir du lot et vont être un game changer pour tout un tas d'applications qui peuvent être développées avec le Web3, tout ça. Je voulais avoir un peu ton avis, toi qui es dans le milieu, qui bosse dedans, qui est vraiment à l'intérieur du truc. Quel est ton avis, toi, à titre perso, en tant qu'Aurélien, tu vois, qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, je dirais que Bitcoin est une classe, est complètement une classe d'actifs à part entière. Tu vois, et je dirais que les altcoins, pour moi, ressemblent plus à de la tech, si tu veux. Et les tokens qui ont été lancés ont été un bon moyen aussi de lever des fonds. Il faut être très honnête par rapport à ça. Il y a beaucoup de tokens qui ont des utilités dans le protocole, et c'est un peu on va dire la dynamique qui change par rapport au Web 2 qu'on a connu. Donc c'est toute cette dynamique Web 3 où on est on va dire à partir du moment où on produit quelque chose via un protocole ou autre, on est reward. Tu vois, t'avais eu le run to earn avec des protocoles, t'avais eu comment ça s'appelle, le game, tu vois, pareil, le fait de jouer et de gagner des tokens en même temps. Ouais. Donc si tu veux, il y a eu toute cette dynamique là qui s'est créée avec le Web 3, mais je dirais que les altcoins, pour moi, ça reste quand même de la tech. Si tu fais un parallèle avec, on va dire, les assets, la façon dont tu classifies les choses. Mais alors après, tu peux aussi te dire, ok, il y a Bitcoin en lui-même, d'accord, qui est cette espèce d'or numérique. On n'arrive pas à le quantifier, d'accord, mais finalement c'est une réserve, d'accord. On peut le voir comme un asset, si tu veux, comme ça, un asset fini, d'accord, et ça peut être pris comme une commodité. Ensuite, tu as les tokens de blockchain en eux-mêmes. Et là, à partir du moment où tu rentres dans cette considération-là, tu peux te dire aussi que c'est des commodités, typiquement. Tu vois, c'est la même façon. Commodité, matière première. Matière première, exactement, ouais. Puisque finalement, c'est tu vois, par exemple, sur les chaînes, on appelle ça des gas tokens. Tu vois, c'est des tokens qui permettent de payer les frais de transaction. Sur Ethereum, tu payes tes frais de transaction en Ether. Donc, tu as un coût. Et donc finalement, moi je rapprocherais presque ça, si tu veux, ces tokens de blockchain à des commodités. Et ensuite, tu as tous les tokens de projets qui là pour moi sont de la pure tech. Et là c'est tech startup. C'est juste que le Web 3 et finalement toute la finance décentralisée a permis de faire des levées de fonds
a permis d'avoir des tokens qui sont lancés sans avoir besoin d'intermédiaires, sans avoir besoin d'être public et de passer par une place de marché traditionnelle, et de faire une IPO, tu vois, des trucs très complexes. Et donc finalement, ouais, tu te retrouves un peu avec cet écosystème-là, tu vois, avec ces 3 trucs. Donc je dirais Bitcoin, les tokens de blockchain qui sont des commodités pour moi, et la tech via les altcoins et les tokens de produits, on va dire. Ok. Donc toi, t'as quand même une appétence à la fois pour Bitcoin et à la fois pour les altcoins, pour le côté tech, en fait, pour ce que ça va apporter. Exactement, ouais, c'est exactement ça. J'aimerais avoir un petit peu aussi ton avis sur l'actu, sur ce qui se passe en ce moment. Alors, on enregistre ça, on est début avril, enfin mi-avril. Donc, tant que ça sorte, il y a des grandes chances que ça bouge. Donc, prenez avec des pincettes ce qu'on va raconter. Voilà, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, voilà, les marchés boursiers sont en train de s'effondrer suite à l'impact des droits de douane que Donald Trump a mis en place. Et chose que je trouve alors, amusante entre guillemets, parce que bon, je perds de l'argent, donc je trouve pas non plus ça trop amusant. Mais en plus, voilà, des indices boursiers qui s'effondrent, les cryptos aussi s'effondrent. Et ce que je te disais juste avant en off, je te disais que j'arrive pas à comprendre le rapport, parce que du coup, les cryptos sont des... Enfin, on va parler que pour le Bitcoin, par exemple, on a dit, il y a des fondamentaux intrinsèques au Bitcoin, mais qui sont pas liés, par exemple, à, voilà, aux droits de douane, quoi, parce que le Bitcoin n'aura pas d'impact, enfin, ne sera pas impacté par les droits de douane. Et alors, je connais déjà un peu la réponse, mais je vais te la poser. Enfin, je vais te poser la question, mais pourquoi, selon toi, ça a malgré tout, ça s'est effondré malgré tout. Enfin, le Bitcoin et les cryptos sont effondrés. Et en plus, comme si c'était un levier x2 sur le S&P 500 ou le Nasdaq, c'est toujours pareil, hein, la crypto, la volatilité, elle est toujours doublée ou triplée par rapport à la bourse. Donc pourquoi ça s'est effondré, selon toi ? C'est pour les raisons que tu as citées, en fait, tout simplement parce que à l'heure actuelle, je dirais que cette classe d'actifs, donc si on prend, tu vois, les 3 trucs dont j'ai parlé, cette classe d'actifs reste une classe d'actifs risquée. Tu vois, au même titre que les equity, avec la tech et ce genre de choses. Et donc en fait, il y a beaucoup d'algos, et même il y a beaucoup de gens qui considèrent cette classe d'actifs comme risquée. Et donc à un moment, quand tu dérisques, tu dérisques sur les choses qu'on fait sauter, quoi. Voilà, tu dérisques on va dire si tu as un spectre de risque, tu vois, t'as ton cash, t'as tes treasury bills, et derrière, on va dire tout à droite, tu vas avoir les cryptos. Genre à 8 sur 7, ouais, ou même 10 sur 7, tu vois, c'est plus ça. Et donc en fait, si tu veux, c'est vraiment ça. Donc t'as une corrélation, mais à l'heure actuelle, si tu regardes même, tu vois, Bitcoin par rapport au reste du marché, tu te rends compte que la dominance Bitcoin augmente. Pourquoi ? Il dévisse moins. Il dévisse moins, exactement. C'est lié à plein de facteurs. C'est lié aussi au fait que maintenant, on a les ETF, si tu veux. Et donc, forcément, il y a beaucoup plus de liquidité dans le système. Je veux dire, faire bouger un asset qui représente plus d'1 trillion, j'ai pas regardé les derniers chiffres, mais c'est forcément plus compliqué, si tu veux, que de faire bouger des assets qui ont des capitalisations de marché qui sont beaucoup moindres. Tu vois, donc c'est pareil. Si tu te dis que le SP500, que le Bitcoin par rapport au SP500, il y a un leverage x2, x3, faut dire que les altcoins c'est x10, x15, quoi. Tu vois. Donc c'est pour ça que quand tu as des mouvements de marché à -6 sur -6 ou -7% sur Bitcoin, si tu regardes le marché altcoin, tu es plus dans les -15, -20, facile. Donc, tu as une volatilité qui est énorme là-dessus, tu vois. Mais donc, pour revenir à ta question, je dirais que c'est tout simplement parce que c'est une classe d'actifs qui est hyper risquée. D'accord ? Mais c'est marrant parce que tu commences quand même à voir la décorrélation avec Bitcoin, tu vois, au niveau du prix. Et tu te rends compte que finalement, il est descendu, pas tant que ça. Si tu regardes, on est monté à 106, 107. Là, à l'heure actuelle où on fait la vidéo, j'ai pas regardé ce matin, je pense qu'on était à peu près à 78 000 dans ces eaux-là. Parce qu'il est remonté, tu vois. Si tu regardes l'impact de prix par rapport à, tu vois, des gens qui ont vécu les bear markets, j'en ai vécu, on est très loin, on est très très loin de corrections qu'on a pu voir sur le marché avant, tu vois. Alors qu'à côté, tu as quand même un pan de la finance qui est littéralement en train de s'écrouler. Je veux dire, avoir de -4, -5% sur le SP500 en une journée. Ouais, c'est pas tous les jours, quoi. Non, c'est pas tous les jours. Donc si tu veux, c'est pour ça que je me dis... l'avenir est quand même mieux par rapport à Bitcoin parce que l'asset commence à vraiment résister de plus en plus, tu vois. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important puisque ça veut dire que il y a du capital qui rentre, il y a des gens qui croient en cette théorie justement d'un asset fini à 21 millions et qu'il y a un moment justement, il y a toute cette théorie, tu sais, du debasement des fiat, tu vois, de la perte de valeur des fiat. Et du fait que Bitcoin, à un moment, est une bonne réserve de valeur. Est-ce que cette théorie verra le jour ? J'en sais rien, tu vois, et on ira sur ce trend-là. Tout ce que je vois, c'est que par rapport à l'impact sur le prix actuel,
On est quand même sur quelque chose qui est relativement résistant, je dirais, par rapport au monde de la crypto overall, quoi. Tu penses qu'un jour, tu parles d'évaluation des monnaies fiat, tu penses qu'un jour on va vraiment payer en Bitcoin? Est-ce que tu penses qu'on va vraiment l'utiliser comme une monnaie d'échange? C'est-à-dire on pourra payer un bien immobilier avec, je sais pas moi, l'échanger contre des actions ou tout simplement payer notre baguette de pain avec, des satoshi plutôt du coup. Mais... ou tu penses vraiment que ça va être comme l'or et c'est quelque chose qu'on va accumuler, stocker pour se protéger? Je pense que c'est plus la deuxième option, celle que tu as dit, qui est vraiment une réserve de valeur, si tu veux. J'ai tendance à le voir comme ça. C'est marrant parce que Jack, donc l'ex-patron de Twitter, a fait un tweet justement, je crois que c'était cette nuit, où il parlait justement du fait que pour lui, la prophétie Bitcoin pourrait uniquement se réaliser justement si Bitcoin devenait un moyen de paiement. Tu vois, moi j'ai une théorie qui est complètement à l'inverse de ça. Et je pense justement qu'il ne faut pas que ça devienne un moyen de paiement. Je pense qu'il faut que ça reste ses réserves de valeur. Et je veux dire, si tu fais la comparaison avec l'or, c'est une vraie comparaison. Tu vois, je veux dire, l'or, on est encore en train de le miner. Il y a encore des ressources, on va sûrement trouver des gisements et ce genre de trucs. Donc si tu veux, c'est presque un asset qui a de l'inflation par défaut. Parce qu'on va continuer à le miner derrière. Bitcoin, à l'heure actuelle, d'une, il n'y a pas d'inflation. Et de deux, il n'y en a que 21 millions. Donc si tu veux, j'ai envie de dire, si tu regardes les fondamentaux et que tu lis un peu le white paper, c'est quand même très clair qu'à un moment, ça reste une réserve de valeur. Ça a été conçu comme un moyen de paiement, d'accord ? J'aurais tendance à dire que je préférerais le voir comme une réserve de valeur et comme quelque chose finalement que tu vas accumuler et qui finalement va te permettre de hedger un peu justement tout le fait que les fiat avec l'inflation, le fait qu'on imprime à foison via les banques centrales va se dévaluer en lui-même, tu vois, et notre pouvoir d'achat va se dévaluer. Finalement, Bitcoin est un hedge contre ça. Et tu penses qu'un jour, alors on parle vraiment dans un autre délire, mais tu penses qu'un jour, les politiques ou les banques centrales pourraient mettre la main sur le Bitcoin, se dire ok, j'ai compris que en fait c'est ça la réserve de valeur, comme finalement les États qui achètent de l'or en masse, hein, tu vois, vu qu'on parle d'or numérique, les États ils ont tous de l'or, et ils en ont acheté massivement en plus ces dernières années. Ouais. Est-ce qu'un jour on peut se poser la question de les banques centrales ou les États se disent ok, nous on achète massivement de l'or parce qu'on a compris que c'est une réserve de valeur numérique, et du coup que soit ça fait flamber le prix, et ce qui devait finalement être, ce qui a finalement été pricé par le marché avec l'élection de Trump, hein, qui finalement se réalise pas, enfin du moins aujourd'hui. Est-ce que tu crois en cette théorie que voilà, il peut y avoir les gouvernements et les banques centrales qui se disent ok, nous maintenant on veut vos bitcoins? Je dirais que tu sais, c'est toujours avec on va dire les institutions publiques et même plus les gouvernements, s'ils font un move vers cette direction, c'est parce qu'ils n'auront pas le choix. Tu vois, ça sera plus sur la fin, je dirais. Ouais. Tu vois, c'est vraiment parce que en fait, la réalisation, elle interviendra à un moment où tout le monde l'a déjà compris, et finalement, le fait de laguer un peu sur cette décision, finalement, les met dans une posture qui est plus très simple, tu vois. Comme si tout le monde les regardait en leur disant, écoutez, enfin, je veux dire, tout le monde l'a capté depuis maintenant 4-5 ans. Ça serait peut-être bien que vous arriviez à cette réalisation-là. On sait très bien que de toute façon, tout est plus lent dans les institutions, tu vois, par rapport au marché classique et même aux institutions privées. Je pense que ça peut arriver, mais c'est toujours pareil. On a des gens, malgré tout, qui sont relativement âgés à la tête de ces institutions. Tu vois, tu as tout un mouvement avec cette Gen Z, etc., où il y a beaucoup plus d'adoption crypto. Et même, je dirais, tu vois, tout ce qui est altcoin, memecoin, etc., c'est plus les jeunes générations. Bitcoin, c'est plus ma génération à moi, j'ai 40 ans. Tu vois, c'est plus ma génération à moi, puisque les gens comprennent. Tu vois, donc j'ai envie de dire, quand tu vas avoir des gens comme moi qui vont commencer à prendre les rênes de ces institutions, je pense que c'est quelque chose qui peut arriver. Je dirais dans une dizaine d'années, pourquoi pas. Je pense qu'on aura on aura la discussion. Il y avait quelqu'un justement de la BIS hier, tu vois, que c'est Bank for International Settlement, qui était dans un event à la Paris Blockchain Week et justement tu te rends compte qu'ils s'intéressent à ça, tu vois. Pour eux, c'est encore un peu abstrait, ils savent pas trop quoi en faire. Les banques sont là, mais pas là. Tu vois, en vrai. Mais pourtant, t'as certains États, tu vois, je pense au Salvador, au Bhoutan, enfin, tu vois. Qui penserait que le Bhoutan, alors moi je connais très peu ce pays, mais je sais qu'ils accumulent du Bitcoin et je crois que c'est un des pays qui possède le plus de Bitcoin. Le Salvador, voilà, avec leur président qui est pro-Bitcoin. T'as quand même des pays qui, on va dire, qui pèsent pas trop dans l'économie mondiale, mais qui ont déjà fait ce shift en fait, tu vois. Ouais. Et pourquoi nous, en tant que pays occidentaux, j'ai l'impression qu'on est un petit peu, qu'on est un petit peu un train de retard, tu vois. Ouais, mais parce qu'en fait, j'ai envie de te dire,
je pense que l'impact de mettre ça justement dans nos réserves, tu vois, au niveau des banques centrales, a beaucoup plus d'impact sur un euro, sur un dollar, et sur une monnaie un peu plus faible. Que sur les monnaies un peu plus faibles, si tu veux. Et je pense que c'est ça. J'ai envie de te dire, le Salvador, c'est presque une start-up, tu vois, à ce titre. En fait, si tu penses en termes d'État. Donc forcément, ils vont aller beaucoup plus vite parce qu'il y a moins d'impact réel, tu vois, sur le truc. Si la Banque Centrale Européenne arrive demain et dit, on fait du Bitcoin, ce qui veut dire qu'il y a toute la valuation de l'euro et toutes ces choses-là qui peut changer, et c'est quasiment un nouveau paradigme, en fait, tu vois. Et donc, en fait, il va falloir pricer ça. Il va falloir, mais l'impact est beaucoup plus gros, j'ai envie de te dire. Et donc je pense que c'est pour ça aussi que ça prend le temps. Et puis de toute façon c'est toujours pareil avec les institutions. Je veux dire c'est comme les banques et les assurances. C'est tant que ça fonctionne, pourquoi on changerait? Tu vois, c'est ça en fait. C'est toujours pareil. Et donc ça va prendre du temps. Et c'est bien parce qu'il y a des discussions même tu vois au niveau français qui sont en train d'arriver. On se rend compte qu'il y a les institutions qui commencent à être dedans. Je suis au ministère cet après-midi justement. J'ai vu, t'es super bien habillé en plus. Je suis au ministère cet après-midi justement pour discuter de ça. Et tu vois, il y a un événement au ministère des Finances et c'est bien. Tu vois que les institutions soient là. On aura un discours du ministre de l'économie. Donc c'est des choses qui sont importantes. Tu vois, justement, et même pour la place financière française, de se montrer qu'on est là dans l'écosystème, qu'on regarde ça, tu vois, et qu'il y a des choses qui se passent. Maintenant, de là à dire qu'ils vont faire le move, compliqué. Mais je dirais que ça va prendre du temps. Mais je pense que d'ici 5-10 ans, qui est beaucoup dans la crypto, c'est une éternité dans la crypto, 5-10 ans, je pense qu'on arrivera, on arrivera à avoir quelque chose, au niveau des banques centrales. Ouais. Bah du coup, transition toute faite, vu que tu parles de Bercy juste après, enfin que tu vas à Bercy juste après. Tu nous parles un petit peu aussi de la régulation MiCA. Voilà, c'est des normes européennes, enfin voilà, c'est des règles européennes qui permettent de cadrer un petit peu finalement la crypto en France. En France et en Europe. Quel impact du coup ça a eu sur à la fois pour vous Swissborg ou même pour le petit particulier qui veut investir? Quels sont les impacts concrets aujourd'hui de ces nouvelles normes? Alors les impacts concrets, donc nous en tant que société, si tu veux, c'est-à-dire que on a existé dans un monde où on n'avait pas de régulation. On était toléré, tu vois, mais on essayait de faire avec des régulations qui sont plus de la finance classique, tu vois, et on essayait d'évoluer là-dedans. Ce qui fait que tu as eu beaucoup d'entreprises qui ont essayé de se réguler dans certains pays. Donc nous, on a une licence en Estonie à l'heure actuelle auprès de la FIU et qui nous permettait justement au niveau européen, on est aussi PESAN côté français, et au niveau français justement d'opérer, tu vois, à travers l'Europe. Mais malgré tout, on a quand même des setups avec des entités et avec des choses qui sont, on va dire, un peu exotiques, si tu veux. Forcément, peu ou pas de cadre, tu te retrouves à devoir trouver des moyens de pouvoir finalement juste pouvoir exister avec ton entreprise. C'est un peu ça. Et donc forcément, quand tu as MiCA qui arrive avec un cadre fixe, qui est très bien, moi je suis le premier à dire que c'est très bien, parce que ça apporte de la protection pour les utilisateurs, mais forcément toi en tant qu'entreprise, ça te force à revoir un peu, on va dire, toutes ces choses exotiques et les mettre dans un cadre qui est très précis. Et donc forcément il y a des discussions avec le régulateur. Donc nous côté Swissborg, on fait la démarche de venir sur la place parisienne et donc sur la place française, et donc de demander justement côté à l'AMF à être régulé pour devenir ce qu'on appelle CASP, Crypto Asset Provider, et donc avoir justement cet agrément côté français et pouvoir le passeporter au niveau européen. On a choisi de pas aller à Malte ou à Chypre comme d'autres, parce qu'on croit en la place française, en la place parisienne. Ça rassure quand même. Enfin, c'est bête, mais moi, à titre perso, je suis plus rassuré d'investir sur une plateforme comme Swissborg qui est matriculée en France plutôt qu'une qui est à Chypre ou à Malte, quoi. Enfin, j'ai rien contre ces pays, mais on sait que souvent il y a souvent des acteurs un petit peu exotiques, comme tu dis, qui sont matriculés là-bas, et je pense que d'avoir le tampon français, même si on est chiant, on aime bien les normes et la régulation, mais ça permet de montrer un certain sérieux aussi sur les plateformes, quoi. Bien sûr. Et donc pour revenir maintenant à la deuxième question que tu m'as posée, qui était l'impact sur les utilisateurs, on va dire que l'impact sur les utilisateurs, il y en a pas tellement, parce que c'est plus que ça va leur garantir de la protection. Par exemple, tu vois, sur les stablecoins. Donc les stablecoins qu'on doit lister dans notre application maintenant doivent être enregistrés et avoir une licence qu'on appelle EMT.
Donc c'est Electronic Money. Et si tu veux, nous, on ne peut lister que des stablecoins qui sont régulés. Et pareil pour ce qu'on appelle les ART, c'est Asset Reference Token. Donc c'est des tokens qui dérivent finalement leur prix sur, par exemple, une commodité. Par exemple, de l'or tokenisé. Typiquement, c'est un asset qui sera un ART, d'accord, et qui se doit d'avoir une régulation MiCA. Et donc pareil, tu vois, même chose pour ces gens-là et tous les gens qui évoluaient dans ce milieu, c'est maintenant comment on arrive à faire ce truc-là et à rentrer dans les clous. Et il y a une équation compliquée, par exemple, pour les stablecoins, parce que au niveau des stablecoins, il y a une des règles de MiCA, à partir du moment où tu deviens EMT, qui dit que toi, en tant qu'émetteur du jeton, du token, par exemple Circle pour l'USDC, tu ne peux pas distribuer d'intérêt. Circle, ce qu'ils font, c'est que derrière, tout l'argent qu'ils récupèrent en dollars, ils investissent dans des bonds au trésor américains. Donc finalement, c'est une banque, hein, on va pas se mentir. Derrière, c'est une réserve fractionnaire, c'est géré de la même façon, il y a du cash déployé dans ces trucs-là, ils ont un rendement, mais ils peuvent pas le redistribuer. Et ça, MiCA interdit la redistribution. D'accord ? Donc ça, c'est tu vois, une des règles principales. Et surtout dans la crypto, là, on avait un mouvement actuel avec les stablecoins version 2, on va dire, qui justement redistribuait finalement les intérêts qu'ils recevaient via ces bons au trésor. Et donc là, pour eux, il y a une équation parce qu'ils ne peuvent plus le faire. Maintenant, la question, c'est comment on fait ? Donc tu vois, il y a quelque chose qui change, j'ai envie de dire. Ce que ça apporte pour les utilisateurs, finalement, c'est plus de protection. Parce que finalement, nous, tu vois, par exemple, côté Swissborg, on a notre entité française. Donc on a créé une entité française qui, justement, est l'entité avec laquelle on fait la demande pour MiCA. Et finalement, on a tout un tas de policies, de régulations, finalement, qui viennent un peu du monde traditionnel, qui est mis en place et qui vise à protéger l'utilisateur, finalement. Tu vois, c'est le régulateur qui vient et qui check tout et qui vient vraiment tout vérifier pour être sûr que le setup est compliant, de la même façon qu'il le ferait dans des banques, finalement. Est-ce que tu as les mêmes garanties, tu sais, le fameux FGDR, le fonds de garantie des dépôts, là, les 70 000 € qu'il y a sur les comptes de dépôt ou les assurances vie, MiCA a permis de déployer ça sur la crypto ou c'est vraiment autre chose ? Je suis pas sûr, je peux pas te répondre là sur cette question. Moi, je n'ai pas entendu parler de ça, mais ça non, il me semble pas. Là, je t'avoue, il faudrait que je vois avec mon équipe légale pour être un peu plus dans le détail, si tu veux, mais ça m'étonnerait quand même. Hein. Je pense. Il me semble pas en avoir entendu parler. Je pense pas. Je pense que c'est plus une régulation qui vise à cadrer un peu les acteurs. Mais je suis pas sûr que tu sois vraiment sur des garanties. Je sais que tu as des garanties, par exemple, tu vois. Il y en a certains qui veulent faire du brokerage, typiquement, et il y a des garanties en fonds propres. Tu vois, typiquement pour faire les activités. Et ça, c'est une vraie question parce que il y en a beaucoup d'acteurs qui faisaient ça sans les fonds propres. Tu vois, pour permettre ça, parce qu'il y a en fonction du volume et ce genre de choses, tu dois porter une partie en fonds propres, etc. À l'heure actuelle, il y a des acteurs qui les ont pas. Donc là, on est dans une période, si tu veux, qui a un peu de transition, où on a ce qu'on appelle une clause de grand-père pendant 18 mois. Où tu peux continuer à exercer si tu étais déjà PESAN, tu peux continuer à exercer au niveau européen, etc. Par contre, au bout de 18 mois, si tu n'as toujours pas ton agrément, tu ne pourras plus interagir avec des utilisateurs européens. Et donc, il y en a certains, si tu veux, qui cherchent des solutions. C'est pour ça que je dis, on va arriver dans le milieu des cryptos, là, vraiment avec une consolidation des acteurs. Dû à ça, hein, parce qu'en fait, il y a on va dire, des requirements financiers aussi, tu vois, qui sont importants pour certains acteurs. Et donc voilà, tu vas avoir une consolidation du marché, ce qui est un peu dommage parce que finalement, on sait comment ça va finir. Tu vois, les déjà gros vont devenir encore plus gros, tu vois, parce qu'ils ont beaucoup de capital, parce qu'ils peuvent se permettre tout ça. Donc voilà. Mais MiCA, pour moi, est une bonne chose. J'ai envie de dire, plein de gens qui viennent un peu, on va dire, râler sur ça, mais moi, je le vois comme une bonne chose. Et quand je vois le niveau de discussion qu'on a avec l'AMF à l'heure actuelle, je suis hyper surpris par rapport à la technicité. Ils comprennent bien, quoi. Donc, c'est rassurant. Ouais, j'ai été dans beaucoup d'échanges, là, tu vois, parce qu'on a encore envoyé ils nous ont encore posé des questions. Et tu vois vraiment qu'ils rentrent dans le détail du sujet, qu'ils comprennent ce qu'on fait. Et donc, d'un côté, j'ai envie de dire, c'est agréable de voir un régulateur où tu n'as pas besoin de faire d'éducation. Donc on a des discussions sur certains sujets parce que forcément, je veux dire, chaque setup est un peu différent. Tu vois, c'est comme tout avec un règlement. Il y a un cadre. Maintenant, on peut discuter au milieu du cadre. Tu vois, c'est toujours pareil. Il y a des choses où on ne peut pas discuter parce que c'est comme ça. Il y a des choses où tu peux discuter, mais les questions sont très techniques et je trouve ça très positif. Tu vois, parce que c'est vraiment, on rentre dans le sujet, on explique, on arrive dans le détail et finalement,
Tu vois, on efface, je veux dire, on évite des situations où ils reviennent plus tard en disant mais ça on n'a pas compris, on l'avait pas compris de cette façon. Non, en fait là on a vraiment des échanges vraiment techniques et c'est hyper agréable. Donc je suis assez satisfait à l'heure actuelle du travail avec l'AMF. On n'a pas encore notre agrément au moment où on enregistre. Donc on est encore vous avez le PSAN. On a le PSAN. Oui, bien sûr, on a le PSAN. Donc là, on peut continuer si tu veux encore pendant 18 mois. Mais là, on a un vrai objectif, nous, vraiment de faire partie de ce premier batch au niveau français. Pour voir donc ce que tu appelais le CASP, c'est ça? Ouais, le CASP. C'est pour être ce qu'on appelle Crypto Asset Service Provider. Okay. Voilà. Je reviens juste sur un truc que tu as dit sur les stablecoins, juste pour être sûr d'avoir bien compris. Ouais. Tu as dit que du coup, la réglementation de MiCA ne permet pas de redistribuer on va dire le capital, les stablecoins qui étaient investis en obligations et de redistribuer ça. On est d'accord que MiCA n'interdit pas de faire du stacking et d'avoir du rendement sur les stablecoins? Non, pas du tout. Non, ça, c'est toujours autorisé. Oui, bien sûr. En fait, tout ce qui est, on va dire les activités qui sont annexes. En fait, le principe même de ça, c'est que c'est l'émetteur qui n'a pas le droit de redistribuer. Ouais. C'est-à-dire que lui, avec les fonds qu'il récupère derrière, finalement, c'est sur un compte de dépôt. Il peut faire ce qu'il veut avec, comme mais il n'a dit. pas le droit, ouais, d'accord. Donc finalement, pour lui, c'est presque un bénéfice, parce que c'est du cash qui rentre. Si tu regardes à l'heure actuelle Tether, ils sont 60 dans la boîte. Il faut regarder les chiffres de Tether, c'est assez incroyable. Mais il paraît que c'est le business model le plus rentable qui existe, je crois. Mais à l'heure actuelle, des stablecoins, là, c'est ce qu'on... Tu vois, j'étais encore à un événement hier où on en discutait. Tu vas avoir une vague de stablecoins qui est en train d'arriver. Ce que je trouve bien et pas bien, parce qu'il y a un business à capturer. Mais tu vois, on est toujours dans ce principe ça va encore complexifier pour les utilisateurs classiques. C'est-à-dire que si maintenant, quand tu rentres dans la crypto, tu dois te poser la question, parce qu'il y a 60 stablecoins, lequel je dois choisir? Enfin, il y a un moment, en fait, ça perd un peu de son utilité, tu vois. Donc, j'aimerais bien qu'à un moment, tu vois, il y ait quand même des acteurs qui soient régulés, en qui on a du trust, finalement, et avec qui on peut travailler, mais qu'on se retrouve pas avec une jungle à plus savoir quoi en faire. Je vais pas te mentir, c'est un peu ce qui est en train de se passer en coulisses, on va dire, avec beaucoup de gens, tu vois, au niveau US, qui veulent lancer leur stablecoin parce que. Ouais, ils ont vu le business model de Tether et ils veulent faire pareil. Je veux dire, c'est un super business model, les stablecoins. Donc, voilà, tu as juste à avoir un asset. Toi, derrière, tu as du cash, tu peux l'investir en obligations, tu prends les rendements à 4%. Et surtout en ce moment avec les taux et tout, j'imagine c'est juste une gestion de liquidité à faire si tu veux derrière et c'est réglé quoi. Donc voilà, on verra ce que ça va devenir, mais voilà, donc c'est vraiment l'issuer, l'émetteur qui n'a pas le droit de redistribuer justement tous les intérêts qui sont liés aux obligations dans lesquelles est investi le cash derrière. Okay. J'aimerais maintenant parler des ETF. Alors, il y a les ETF Bitcoin qui sont sortis donc il y a maintenant un an, ETF spot, Bitcoin et Ethereum, donc un peu moins de succès Ethereum. Mais et j'aimerais faire le parallèle avec ce que vous proposez vous sur Swissborg, à savoir ce que vous appelez les bundles, donc qui, tu vas me dire si je me trompe pas, ne sont pas considérés comme des ETF, c'est des paniers de crypto. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous parler déjà un peu de ces bundles, en quoi ils consistent? C'est quoi l'objectif avec ça et voilà, qu'est-ce qu'un investisseur chez vous peut trouver d'intéressant à prendre un bundle chez vous par exemple? Donc l'idée des bundles au départ c'était vraiment de se dire d'avoir un produit qui permet de couvrir finalement on va dire des narratifs ou vraiment tu vois des classes d'actifs. Par exemple on a un bundle qui s'appelle le Best of Blockchain qui est pour nous si tu veux tous les meilleurs assets de blockchain. Donc tu vois, ces tokens, tu vas avoir Avalanche, tu vas avoir Solana, tu vas en avoir d'autres. Et l'idée, c'est de regrouper tout ça dans un bundle. Donc ça a vraiment un caractère, si tu veux, un peu simplifier l'accès à la crypto pour les utilisateurs qui arrivent un peu dans cette jungle. Parce qu'on va pas se mentir, c'est un peu une jungle quand tu arrives dedans. Quand tu vois tout ce qui se passe et on va dire tous les assets qui sont disponibles. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, un utilisateur qui arrive sur notre application, il peut aller dans ces bundles, être exposé finalement à nous ce qu'on appelle des narratifs, parce que c'est très, on va dire, verticalisé. Si tu veux, on a un bundle pour la finance décentralisée, on a un bundle pour les meme coins. Donc c'est un peu, on va dire, par rapport à certains cycles, donc finalement c'est un panel de narratifs qui peut fonctionner, d'accord? De la même façon que tu as des... Tu vois, t'as des rotations sectorielles dans le monde de la finance traditionnelle. Tu vois, il y en a qui vont aller plus sur de la tech, plus sur de la grosse. Tu vois, plus à un moment sur de la défense. Tu vois, au niveau stock, etc. Là, finalement, tous ces narratifs, on essaie de les couvrir avec chacun un bundle.
Et après, c'est les utilisateurs qui décident de choisir. On en a un qui marche très bien, qui s'appelle la Golden Thématique. Et là, c'est justement cette notion d'or et d'or numérique. Donc on a moitié Bitcoin, moitié or, c'est ça. Voilà. Alors, et de l'or classique, avec l'équivalent d'un ETC or, quoi, c'est ça. Voilà, en fait on a de l'or tokenisé, d'accord, et on a du Bitcoin. Et finalement, on ajuste les ratios entre les deux, d'accord. En fonction du marché, en fonction de notre vue, et finalement, tu arrives à capturer les deux mouvements. Quand tu vois le move de l'or, là, je veux dire, qui est dépassé au-dessus de 3000, tu vois, l'or était quasiment le meilleur asset là, de ces derniers temps. Là, ces derniers temps, oui, ça a mieux fait que les indices boursiers et que les cryptos, je crois. Ouais, ce qui est assez fou, tu vois. Et donc finalement, les bundles, c'est ça, c'est un accès simplifié à ces narratifs-là. Voilà. Et alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas ce risque, moi je considère un petit peu les bundles des fois comme des ETF thématiques ou sectoriels, où du coup tu vas miser sur une thématique sur lequel tu espères surperformer finalement un benchmark, donc disons le Bitcoin pour les cryptos. Mais du coup, tu as un risque. Tu as un risque plus important que si la thématique que tu as choisie elle est moins en vogue, tu sous-performes. Et j'ai une autre question, tu peux déjà me donner ton avis après là-dessus, mais en fait, avant d'oublier ma question, je te la pose maintenant. Est-ce que c'est dans les tuyaux pour vous de faire une sorte de bundle, mais un peu comme un ETF classique capitalisant, c'est-à-dire genre le top 10 et qui soit complètement passif, c'est-à-dire vous gardez que les 10 meilleurs, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé justement pour rester sur le côté, pour faire le concept d'un ETF, tu vois? Ouais. Alors, pour répondre à ta première question, c'était sur le risque des bundles d'être exposé à un narratif en particulier. Effectivement, parce que, comme je te dis, si tu arrives sur le top de la rotation sectorielle et que finalement, derrière, le secteur en question est pas forcément au bon moment, tu as un risque forcément d'être exposé pas au bon endroit, pas au bon moment. Nous, notre approche par rapport à ça, c'est plus qu'on met à disposition des outils par rapport à nos utilisateurs et on essaye de couvrir un peu tout le panel, on va dire, de narratifs qu'on peut avoir dans la crypto, d'accord. Et donc l'idée, c'est vraiment de proposer ça et d'avoir de l'éducation aussi par rapport à ça. Tu vois, il y a certains moments où on voit des narratifs émerger puisqu'on est dans le milieu et donc on arrive à capter avant que ça arrive au grand public. Et on essaie de pousser aussi de l'info à nos utilisateurs, tu vois. Alors c'est pas du conseil en investissement, mais c'est vraiment avec cette idée de se dire, on voit des tendances, tu vois, et on essaye d'en discuter avec nos utilisateurs, de les éduquer là-dessus, et de montrer qu'on a les produits pour répondre à ça, typiquement. Et maintenant, sur la deuxième question que tu avais, donc typiquement, par exemple, c'est ce que Coinbase avait fait, ils ont fait le Coinbase 50, qui est un index ils ont pris 50, tu vois, les 50 meilleurs cryptos, ce qu'eux considèrent, d'accord. Et les meilleurs classés par capitalisation ou meilleurs selon leurs critères? Non, je crois que c'est selon leurs critères. Il me semble pas. Je sais plus si c'est de la capitalisation. Je crois que c'est selon leurs critères, mais à vérifier. Je vais pas dire de bêtises. Alors oui, pour répondre à la question, on a eu cette discussion en interne justement sur ça. Et à l'heure actuelle, on discute avec des institutionnels, tu vois. Donc côté suisse et même côté français, avec des conseillers en gestion de patrimoine et ce genre de choses. Et en fait, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que ce genre de produit répondrait plus à leurs besoins. Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent une exposition crypto, mais qui savent pas où aller. C'est-à-dire qu'ils me disent, c'est très bien d'avoir un ETF ou d'un ETP, ou tu vois, avec Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Mais finalement, nous, on sait pas si c'est le bon asset. Tu vois, on n'arrive pas à savoir. Et donc finalement, on est en train de se dire, peut-être que c'est vers ce genre de choses qu'on va aller sur des produits un peu plus institutionnels. Et dans les discussions qu'on a, on se dirige vers ça. On est en train de parler d'AMC, tu vois, de certificats, et de créer ça, on va dire, en background. Donc là, on est vraiment dans les phases de création, pour info. Donc c'est pas encore arrivé, etc. Et ça sera disponible pour les institutionnels, mais c'est vraiment un produit, si tu veux, dont on pense c'est important parce que il y a finalement ce côté, ils comprennent ce que c'est. Comme tu l'as dit, en fait, c'est des choses qui existent déjà finalement dans les ETF. Tu vois, des ETF par capitalisation de marché, avec une pondération en fonction de ça. C'est des choses qui existent. Mais c'est surtout j'aimerais dire, alors là, je suis pas très objectif parce que moi, je prône ça à fond. T'as cette fameuse fonction auto-nettoyante qui fait que, sur la S&P 500, t'as les 500 plus grosses boîtes américaines, tu gardes les gagnants
et tu enlèves les perdants sans avoir à choisir, à décider quoi et quand faire. C'est la passivité. Et voilà, toutes les études ont prouvé, notamment l'étude Spiva, que 90% des fonds n'arrivent pas à faire mieux que leur indice de référence. Et je me dis, c'est dommage que ce soit pas arrivé encore à la crypto de se dire, bon, ok, en fait, moi je prends les 10, 15, 20, 50, 100 meilleurs, peu importe le nombre, hein, et vu que voilà, c'est très volatile, et surtout, alors, encore une fois, hors Bitcoin, moi je considère que c'est une classe d'actifs à part, tu gardes les 10, 15, 20 meilleures premières, et voilà, et puis automatiquement, quand t'as une qui perd la trend ou quoi, elle est sortie, elle est remplacée par la meilleure. Et bon, en tout cas, moi, si vous faites ce bundle-là, je serais ravi de la prendre. je le note en tout cas. Mais comme je te dis, on a eu beaucoup de discussions en interne, je sais, là-dessus. Et moi, je suis un peu du parti pris que je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse. Tu vois, j'avais parlé à un moment de faire un Swissborg 10, un Swissborg 20. Tu vois, vraiment d'avoir cet index par capitalisation de marché. Il n'y a pas besoin de faire du compliqué, en fait. Et comme tu l'as dit. Et surtout proposer les deux, en fait, tu vois. Bien sûr. Je pense que, tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. S'il y en a qui veulent s'amuser, voilà, il y a miser une thématique, ok, mais dire, ok, pour les, entre guillemets, les plus prudents, enfin, je sais pas si on peut appeler ça prudent dans la crypto, mais dans la poche crypto, en tout cas, le côté prudent peut être ça. Et, en tout cas, moi, je partage, en tout cas, la réflexion que vous faites. Ok. Et ce qui est marrant avec cette capitalisation de marché, en plus, c'est que tu aurais les stablecoins dedans, si tu pars de ce principe-là. Alors, donc, en fait, t'aurais. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de les enlever? Parce que les stablecoins, du coup, tu peux pas tu vois, ça se valorise pas, quoi, vu que c'est indexé sur le dollar. Exactement. Mais finalement, tu peux aussi partir du principe que, tu vois, la capitalisation de Bitcoin va descendre à certains moments du marché. Et potentiellement, oui, le stablecoin permet de réduire la volatilité. Exact. Tu vas réduire ta volatilité. Donc finalement, tu te retrouves avec un produit finalement, tu vois, qui arrive à se hedger tout seul. Donc moi, j'ai eu la question aussi, tu vois, de me dire, est-ce qu'on n'intégrerait pas les stablecoins justement pour ce truc-là? Donc on fait des études en interne pour voir un peu, tu vois, et se faire du backtest pour voir un peu comment ça se passe, quelle est la réaction si on les met, si on les enlève, ce genre de choses. Mais il y a une réflexion là-dessus, tu vois, sur ce côté-là, parce que là, c'est même plus qu'un produit qui s'auto-nettoie, c'est un produit aussi qui s'auto-hedge, finalement. Ouais, en plus, donc il y a une double, encore plus d'avantages que dans le ETF indiciel. C'est ça. Ok, super intéressant. Je sais que vous avez un autre produit qui est en cours de lancement ou qui vient d'être lancé. Alors, j'ai peur de dire des bêtises sur le terme, mais je sais que c'est une sorte de gestion active que vous faites. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors c'est de la gestion active, c'est ce qu'on appelle les managed portfolios. Ouais, managed portfolio. Exactement. C'est le nom, notre nom technique, on va dire, le nom produit, ça s'appelle les managed portfolios. Et finalement, les bundles, on a une approche assez sectorielle, tu vois, et assez thématique, on va dire. Et là, avec les managed portfolios, l'idée, c'est de faire de la gestion active en fonction du risque. Donc, tu vois, c'est toujours pareil. Donc là, on en a 2 qui sont lancés. Donc, avec un risque modéré et un risque growth. Donc là, qui est beaucoup plus, on va dire, volatile, si tu veux. Et là, l'idée, c'est d'avoir des algorithmes derrière qui travaillent et qui nous permettent justement de surpasser notre benchmark, tout simplement. Votre benchmark, c'est quoi du coup? C'est Bitcoin ou c'est un top 10? C'est quoi? Non, alors typiquement là, le benchmark qu'on a pris, c'est un benchmark que je dise pas de bêtises. Normalement, on a pris les assets qu'on a mis dedans et on a fait du equal weighted. Donc c'est à pondération égale. Tu vois, si on a 6 assets qui sont compris par exemple dans le managed portfolio qui est growth, derrière on fait une pondération égale et on voit comment on bat ce benchmark. Donc si toi tu avais acheté ces 6 assets, tu avais mis $100 dans chaque, donc tu avais $600 et que tu avais mis $600 dans le managed portfolio, notre idée c'est de battre ça. On veut battre justement ce benchmark-là. Et donc là, on fait de la gestion active. Donc là, c'est justement, on fait des rebalancements, on vient se hedge quand il faut. Et donc là, nous, on a une partie quantitative aussi de notre côté. On a des gens en interne qui s'occupent de ça dans la partie investment. Et on a des algos qui permettent de faire ça. Et donc, en fonction des algorithmes, forcément plus ou moins de volatilité, tu t'en doutes. Et donc, forcément plus ou moins de risque. Donc vraiment... S'il faut retenir, c'est crypto bundle narratif, managed portfolio, c'est en fonction du risque. Et on voit beaucoup d'appétit par rapport à ça. On a beaucoup de gens qui sont venus nous voir en disant, c'est un peu un game changer parce que finalement, comme tu disais, les gens qui arrivent sur les secteurs nous disent, je sais pas quel secteur prendre, tu vois, ou même je sais pas dans quel crypto investir. Donc on est toujours nous les utilisateurs qu'on a finalement c'est pas des traders. On a vraiment des utilisateurs qui, pour certains, découvrent la crypto. Et donc finalement c'est une belle porte d'entrée. Puisque ça leur permet d'arriver justement dans la crypto, on va dire, sans trop connaître
mais juste en voulant, on va dire, bénéficier de l'écosystème et finalement de cette classe d'actifs. Ok. Alors, tu parlais tu vois, dans le profil, dans les managed portfolio, tu parles de profil de risque. Pour l'instant, vous avez équilibré et offensif, a priori. Ouais, exactement. Alors, moi, ça me fait sourire parce que du coup, vu que je suis CIF et tu sais que je fais, moi aussi, je fais les profils de risque, mais plutôt dans la finance traditionnelle. Donc, avec, pour moi, le risque, forcément, moi, le crypto, pour moi, c'est du risque plus. Donc, du coup, je me dis, est-ce que vous faites une analyse du patrimoine de la personne et vous dites, OK, ce que tu vas mettre, ça va représenter X% max du patrimoine, ou ça, vous le touchez pas et on vous dit, il y a, je sais pas, moi, j'ai 10 000 euros à mettre, et là, sur ça, on considère que je fais le profil de risque là-dessus. Tu vois, est-ce que vous tenez compte du patrimoine global pour allouer, ou vous dites, non, c'est que ce que le client me dit, que je considère, voilà, que ce sera un profil équilibré selon vos critères? Tout le principe de la plateforme repose vraiment sur un côté, c'est l'utilisateur qui choisit. Nous, on met à disposition des outils, d'accord, et de l'éducation. Et le principe même, c'est qu'on laisse la liberté à l'utilisateur. Donc, on n'est pas du tout dans une gestion pilotée, tu vois, typiquement. Et on va donner du conseil via de l'éducation, si les gens veulent comprendre ou veulent faire le truc. Mais derrière, c'est eux qui choisissent un peu la répartition de leur portfolio. On est vraiment pas dans une approche où... Alors, c'est quelque chose qu'on voudrait faire, justement. Donc là, c'est plus du conseil, tu vois. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, si tu viens avec tant, voilà ce qu'on te propose. Tu vois, avec une bonne répartition égale, etc., qui te permet de faire ça. Pour l'instant, on est vraiment dans cet aspect outil. Tu vois, on est plus dans de l'outillage. Donc c'est du wealth management, hein. C'est de la gestion de fortune finalement. Donc nous, on se décrit vraiment comme ça, hein. On se décrit vraiment comme une app finalement qui fait du wealth management, et c'est notre cœur de métier. Finalement, on n'est pas du tout comme, on va dire, les Coinbase, les Binance et tous les autres qui sont vraiment des plateformes de trading. On a vraiment cette approche wealth management où on vous donne les services justement pour vous permettre de pérenniser votre fortune et de l'investir selon vos termes. Voilà, donc c'est vraiment vous qui décidez. Et si vous avez des questions, il y a toujours des gens pour y répondre de notre côté, tu vois. On a une énorme communauté, et ça c'est un peu la force de Swissborg. C'est la communauté qu'il y a autour, qu'on a su créer depuis 2017, qui nous accompagne toujours. Et finalement, l'idée elle est là, c'est provide ces services à nos utilisateurs et à notre communauté, et faire en sorte que les gens s'y retrouvent. Tu vois, je peux te parler par exemple que nous en interne, un des KPI, c'est que 2/3 des utilisateurs sont en positif. Tu vois, c'est un des KPI internes qu'on a. Tu vois, nous, vraiment à l'interne, pour se dire, c'est une volonté en fait finalement que nos utilisateurs arrivent à s'en sortir. On n'est pas du tout dans une approche venez utiliser nos services, vraiment là-dessus. On a une vraie approche qui est dans la démocratisation finalement de choses que tu peux retrouver dans les banques privées. Sauf, on va dire, les tickets d'entrée sont monumentaux. Tu prends une banque privée en Suisse, Genève, parce qu'on connaît, tu as des tickets d'entrée à 1 million. Tu vois, c'est pas tout le monde qui a 1 million, très clairement. Nous, on a je veux dire, dans nos produits, tu peux rentrer à partir de 10 euros. Tu vois, et c'est toute la beauté, de ça finalement. Tu vois, c'est que t'as pas de barrière à l'entrée, quoi. Non, t'as pas de barrière à l'entrée, etc. Et c'est ça la beauté. Et comme on a toujours dit, nous, notre objectif, c'est démocratiser le wealth management. Et on veut aller là-dessus. Donc, comme je te dis, Alors pour les non-anglophones, wealth management veut dire gestion de patrimoine. Gestion de patrimoine, ouais. Non, effectivement, je parle avec beaucoup d'anglicisme, et je m'en excuse. Mais non, c'est vraiment de la gestion de patrimoine, et les gens qui sont intéressés par ça, et on en discutait avant justement tous les deux, il y a de plus en plus de monde qui arrive à vraiment maintenant se dire, ok, comment je fais moi justement pour fructifier mon patrimoine. L'avantage d'Internet, c'est qu'il y a des millions de ressources qui permettent de se renseigner. Et donc ce que tu fais toi typiquement, hein, et qui permettent d'avoir, on va dire, de l'éducation financière et de se faire son éducation financière. Chose en France, c'était pas, je veux dire, ça n'a jamais été un objectif, hein, l'éducation financière. Quand tu prends les pays anglo-saxons, l'Angleterre, etc., c'est beaucoup plus, on va dire, inné, ce genre de choses, parce que dès le plus jeune âge et même plus tôt, ils sont initiés à ça. Je dis pas qu'il faut donner à ses enfants un livre sur la finance à 10 ans, hein, très clairement pas. Hein. C'est pas du tout l'idée. Mais on va dire que les concepts d'éducation financière sont, dans les pays anglo-saxons, sont beaucoup plus avancés. Et je trouve ça bien qu'en France maintenant aussi, tu vois, on commence à avoir une vague de gens qui se débrouillent. C'est ce qu'on s'est dit aussi avant en off. C'est une des raisons principales à ça. C'est aussi le fait que malgré tout, on a des retraites et on se dit
peut-être qu'à un moment, on ne sait pas comment ça va évoluer, tout simplement. La génération actuelle en profite. On va dire toute la génération boomer en profite maintenant et ils ont eu finalement les meilleures conditions possibles. Et nous, ce sera peut-être pas le cas. Et nos enfants, ça sera encore moins le cas. Donc finalement, j'ai l'impression que tout ce mouvement de démocratisation et d'éducation financière vient aussi à cause de ça. Et d'un côté, je me dis c'est bien aussi parce que ça fait prendre conscience aux gens que il faut s'éduquer là-dessus, tu vois, et que finalement, juste aller voir sa banque et tout leur donner et leur dire débrouillez-vous. Ça marche pas, quoi. Non, je veux dire, non, ça marche pas. Très sincèrement, vous allez y perdre. Donc si je pense que les gens qui écoutent ce podcast, de toute façon, sont déjà résolus à ça et sont déjà dans cette démarche d'éducation financière. Mais même moi, autour de mes amis, etc., j'en parle et je leur dis, mais c'est important que vous le fassiez. Et de toute façon, je le fais avec eux, s'ils ont besoin d'aide ou ce genre de trucs. Mais je trouve que c'est important d'en parler et de démocratiser ça. On a un problème avec l'argent en France. Hein. Ça, c'est clair. C'est parler d'argent et ce genre de tabou, choses. Ouais, c'est complètement tabou. Mais moi, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, il y a pas de mal à. Je vois pas pourquoi ce serait toujours une élite qui profite un peu de tout ça. Si tu veux, je veux dire, moi, mes parents ont jamais été une élite, tu vois. Enfin, je veux dire, mon père travaillait aux impôts, tu vois. Je veux dire, je viens pas d'une élite financière ou ce genre de choses, et c'est bien la preuve, tu vois, qu'on peut aussi arriver comme ça sur ce milieu-là et ce genre de choses en s'éduquant, tu vois. Et c'est hyper important. Donc ouais, il faut se prendre en main, faut lire, faut faire des choses, et après vous avez, je veux dire, une range de plateformes et d'outils qu'il n'y a jamais eu avant, tout simplement maintenant. On a accès à l'information gratuite aujourd'hui, enfin, c'est incroyable. Enfin, juste avec YouTube et les podcasts, et au pire, avec un bouquin à 20 balles, tu peux déjà en apprendre énormément. Exactement. Ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque de nos parents, quoi. Donc c'est quand même, c'est incroyable. Exactement. Alors, juste Aurélien, on approche de la fin. Ouais. Avant de terminer, j'ai encore 2 questions pour toi. Ok. Juste avant, je précise que du coup, l'épisode est donc sponsorisé par Swissborg et que si vous voulez tester Swissborg, donc le lien sera dans la description, vous aurez un gros bonus en passant par mon lien affilié. Donc, n'hésitez pas à tester pour tester les bundles, voilà, le nouvel outil donc de portefeuille management, la gestion active dont nous a parlé Aurélien. Donc, n'hésitez pas à tester. 2 petites dernières questions, Aurélien. C'est vraiment plus des questions, je dirais, philosophiques et un petit peu de projection aussi. Quel est ton avis sur la théorie des cycles? Est-ce qu'aujourd'hui, tu y crois encore ou pas? C'est compliqué. En fait, il y a un... Donc je vais ramener ça à un mémo. Pour ceux qui ne connaissent pas Howard Marks, qui est un investisseur qui dirige Oaktree Capital, qui est un fonds américain, qui est quelqu'un que j'aime. On va dire, j'aime beaucoup les mémos de Howard Marks. Il en écrit depuis très longtemps. Il avait écrit un mémo en 2000 sur la bulle Internet qui était absolument excellent. Et qui a écrit fin 2022 un mémo qui s'appelle Sea Change et qui disait qu'il n'avait pas vu beaucoup de changements de paradigme dans sa carrière, mais qu'il avait l'impression qu'on était en train d'en vivre. Tu vois, vraiment un changement de paradigme. Et il parlait justement des cycles. Et en fait, je dirais que c'est à l'heure actuelle, là, avec ce qui se passe dans le marché, avec la façon dont Trump veut, on va dire, rééquilibrer un peu le monde, parce que finalement, c'est quelque chose, depuis l'après-guerre, le monde a toujours été comme ça, avec utilisez tous du dollar, produisez tous, nous, on délègue notre production, mais par contre, vous utilisez le dollar. Ça, c'est la base, en base currency, pour vos échanges commerciaux. Et là, il arrive et il change tout le paradigme. Et donc, forcément, on se pose un peu la question de cette théorie des cycles. C'est forcé, moi le premier. Et donc, je me dis, très sincèrement, j'en sais rien. Et en fait, j'ai même pas envie de rentrer dans des grandes analyses parce que les banques le font et tu vois, on en parlait encore. Ils se plantent tous. Je veux dire, j'ai encore revu les analyses du SP500 en début d'année où ils disaient tous ça part à 6005, à 7000. Je veux dire, le truc c'est effondré et voilà. Donc je pense que ça sert à rien de faire des grandes théories sur l'avenir. Et à l'heure actuelle, on est dans un tel degré d'incertitude par rapport à comment ça va se passer, avec justement cette espèce de réorganisation de l'ordre mondial, complètement, tu vois, au niveau c'est une trade war, c'est une guerre commerciale, que très sincèrement, j'en sais rien. Je suis un peu perdu. Donc je suis plus à attendre de voir comment les choses vont évoluer, si tu veux, en termes d'investissement et justement où est-ce qu'il faut aller mettre son argent, tout simplement.
que franchement, la théorie des cycles, pour moi, à l'heure actuelle, je suis incapable de répondre. Mais alors, absolument incapable. Et j'ai pas envie de faire de grandes analyses parce que, tu vois, les espèces de prophéties qu'on entend de la part des banques avec les analystes qui nous font des documents de 15 pages pour nous expliquer, mais 4 mois après, c'est déjà plus valide. Surtout avec Trump qui, entre guillemets, peut changer d'idée en 2 jours. J'ai envie de dire, voilà, très peu pour moi. Donc, je dirais plus, il faut prendre le monde comme il est à l'heure actuelle. Et ça sert à rien d'aller voir trop loin. Je pense par contre qu'on est effectivement dans un changement de paradigme. On est dans un changement de paradigme. De là à dire tu parles pas au niveau crypto, tu parles même au niveau global. Moi, je parle au niveau global. Ouais, au niveau global, au niveau macro. Et donc on est clairement dans un changement de paradigme. Mais de là à dire que ça va casser cette théorie des cycles avec la liquidité, tu vois, et le fait d'imprimer et la dette, etc. et ce genre de choses, j'en sais vraiment rien. Je peux pas répondre. Alors, dernière question, tu risques de me répondre un peu pareil, mais c'est plus pour s'amuser, tu vois, pour que tu sortes la boule de cristal sur le prix du Bitcoin. Bon, je sais très bien que tu n'en as pas, mais est-ce que toi, t'as un... Enfin, alors je vais te poser la question différente. Je vais pas te demander une prédiction de prix parce que je sais très bien que tu pourras pas m'en donner. On parle beaucoup Enfin, on entend tous le Bitcoin un jour à 1 million. Enfin, non, on entend tous. On a beaucoup entendu parler du Bitcoin à 1 million. Est-ce que toi, à titre perso, je vais te la poser comme ça la question, est-ce que toi, à titre perso, en tant qu'investisseur particulier, et évidemment ce n'est pas un conseil d'investissement, est-ce que tu y crois? J'y crois pour le simple fait que je connais la finalité de Bitcoin. En fait. Et c'est ça, et c'est toute la base. Et je sais que je pense pas que la demande va réduire. En fait, c'est ça. Donc si tu veux, ma théorie, elle est plus sur le fait de dire, j'ai pas de price prediction. Par contre, je sais que plus ça va aller, plus les gens vont en vouloir, et qu'il y a un nombre fini. Donc en fait, si tu corrèles les deux, tu te doutes bien qu'à un moment, le prix de l'asset va augmenter, si tu veux. Et je pense pas que dans plusieurs années, les gens arrêteront d'en acheter. Je pense même que ce sera l'inverse. Donc en fait, c'est, comme je te dis, à partir du moment où vraiment les gens vont commencer à le quantifier comme réserve, tu vois, et plus ça va aller, je pense que plus on va aller vers ce paradigme. Il y a aucune raison que de pas y arriver, quoi. De pas y arriver, ouais. Et je pense qu'on va arriver dans cette théorie justement où moi j'ai plus une théorie, tu vois, sur la dévaluation des monnaies fiduciaires, due à plein de choses. Et cette dévaluation justement entraînera le fait que les gens veulent se protéger, tu vois, et que finalement juste garder tes sous sur un compte de dépôt, tu vois, ou même profiter du risk-free rate finalement que t'offrent les obligations d'État ou ce genre de choses suffira plus finalement, tu vois. T'arriveras plus à combattre l'inflation ou ce genre de choses, et le fait qu'ils injectent de la liquidité en continu dans le système, le fait qu'il y a de plus en plus de dettes. Donc je dirais, j'ai pas de price prediction, j'ai plus des fondamentaux, on va dire. Auxquels tu crois. Auxquels je crois, et je reste attaché. Et donc finalement, je reste attaché à ces fondamentaux-là, et c'est plus ça qui me fait dire que moi, je le considère comme une réserve de valeur, et donc je continue à investir dedans, même à ces prix actuels. Tu vois, je continue à DCA toujours, et à rentrer sur le marché un peu toutes les semaines, et parce que je considère que voilà, l'asset va rester. Il y aura de la volatilité. Plus ça va aller, moins il y en aura. Et finalement, ma théorie est plus là-dessus. Ok. Merci beaucoup Aurélien. Non, merci Thomas. Pour terminer sur ça, petit rappel, si vous voulez tester Sweetbox, c'est dans le lien en description, c'est un des acteurs aujourd'hui les plus fiables du marché, ils sont PSAN, ils sont solides, ils sont sérieux. J'y suis aussi, hein, si je vous en parle et que je travaille avec eux, c'est que je suis aussi chez eux. Donc merci beaucoup Aurélien, à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup Thomas.